Bonjour à tous, ici au couteau. J'étais en train d'écrire la prochaine vidéo, mais je l'ai mise de côté pour écrire celle-là, qui me paraît assez urgente, mais rassurez-vous, l'autre sortira dès la fin de l'écriture. Juste pour vous teaser, il s'agit d'une vidéo sur le hacking possible d'un site internet. Bref, revenons à cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de liberticide. Mais de quoi tu veux parler? Alors déjà, tu vas te calmer, je développe. Donc, vous vous souvenez du 17 mars 2020? Notre cher président avait déclaré un confinement général en France. Nous étions bloqués chez nous, nous ne pouvions rien faire. Ensuite, ce confinement a été levé le 11 mai 2020 pour nous permettre de partir en vacances. Mais, de retour de vacances, nous avons eu le droit à un second confinement le 29 octobre 2020. Nous pourrions déjà qualifier ce second confinement comme carcéral puisque, au final, nous allions travailler, mais par contre, nous n'avions plus le droit à des loisirs, puisque, au final, le confinement ne s'appliquait qu'aux loisirs. Nous étions libres d'aller travailler, mais nous n'étions pas libres de sortir faire du sport, d'aller au cinéma, ni même d'aller au restaurant. Et, en toute honnêteté, comment appelle-t-on le fait d'être libre de travailler, par contre de ne pas être libre de faire ce que l'on veut en dehors du travail? Tout simplement, un milieu carcéral. Je sais tout ça, et où tu vas en venir? J'y arrive. Ce confinement a été levé le 28 novembre 2020 pour donner lieu à un couvre-feu. Déjà, nous pouvons remettre en cause ce second confinement puisque, au final, où se trouvaient les clusters? Dans les transports en commun, où nous sommes tous serrés les uns contre les autres, dans le milieu du travail, où nous rencontrons du monde, à l'école, où les enfants jouent ensemble, et, finalement, au domicile, où nous ramenons et partageons avec notre famille les infections. Mais bon, plusieurs personnes ont déjà parlé de cela, donc ne revenons pas dessus. Depuis le 28 novembre, nous avons un couvre-feu qui commence à 20h. Alors, soyons reconnaissants envers le gouvernement qui nous laisse tout de même sortir pour le réveillon de Noël, mais pas pour le 31. Il faudra un jour m'expliquer pourquoi le 24, mais pas le 31. Le virus fête Noël avec ses amis virus le 24, et donc nous sommes tranquilles. Par contre, il ne fête pas le Nouvel An, et peut donc nous infecter? Bref, aucune logique là-dedans. Mais ne soyons pas médisants. Le sacro-saint vaccin arrive et 2021 sera beaucoup mieux que 2020. Quoique, déjà, nous pouvons nous poser la question de savoir si ce vaccin sera utile ou pas. Nous savons déjà que le PDG de Pfizer, Albert Bourla, refuse lui-même de se faire vacciner. Cela laisse de sérieux doutes sur l'efficacité du vaccin. Mais soyons tout de même rassurés, le vaccin ne sera pas obligatoire, si nous ne voulons pas nous faire vacciner. Alors, je ne remets pas en cause l'utilité des vaccins, loin de là. Bien au contraire, je trouve qu'il faudrait que tout le monde se fasse vacciner, mais je parle des vaccins concernant les maladies connues et reconnues, et d'utilité publique, comme le DTP ou autres. Bref, des vaccins qui sont connus, ont des années d'efficacité prouvée derrière, et surtout pour des maladies mortelles. Par contre, un vaccin qui a été créé en toute hâte, qui n'a quasiment pas été testé ni rien, honnêtement, je ne veux pas de ça dans mon corps. Mais bon, le vaccin ne sera pas obligatoire, nous l'avons dit. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Quoique, pendant que nous préparons Noël, le gouvernement, par le biais de son Premier ministre Jean Castex, a proposé une loi. Nous allons l'étudier. Cette loi date donc du 21 décembre 2020 et veut instituer un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. Comme vous pouvez le remarquer, il est écrit « procédure accélérée ». Mais cela veut dire quoi? Tout simplement qu'ils vont éviter toute la partie administrative pour la faire passer le plus rapidement possible. Tant que nous sommes occupés à fêter Noël? Non, ce serait exécrable de la part du gouvernement. Quoique. Allez, étudions un peu ce projet de loi. Ce ne doit pas être quelque chose d'important pour justifier une procédure accélérée. Ce doit juste être pour dire qu'on a un vaccin, rien de plus. Non. Oh, vous êtes loin du compte. Mais on va regarder tout cela. L'épidémie de Covid-19 a imposé l'élaboration en extrême urgence, en mars dernier, d'un cadre législatif permettant de faire face à la crise qu'elle a provoquée. Soucieux de réexaminer ce cadre dans un contexte moins contraint, le législateur a prévu dès l'origine sa caducité au 1er avril 2021. Bien que ce régime ait fait ses preuves,
Cette échéance n'a été remise en cause par aucune des 3 lois de prorogation intervenues depuis lors. Elle a même été étendue au système d'information institué pour gérer la crise sanitaire par la loi du 11 mai 2020. L'ambition du présent projet de loi est ainsi de substituer à ces dispositions conçues dans des circonstances particulièrement contraintes et pour faire spécifiquement face à l'épidémie de Covid-19, un dispositif pérenne dotant les pouvoirs publics de moyens adaptés pour répondre à l'ensemble des situations sanitaires exceptionnelles. Qu'est-ce que tout ça veut dire ? En gros, le Premier ministre veut instaurer l'état sanitaire d'urgence dans la Constitution. Mais c'est quoi la Constitution ? La Constitution est tout simplement le texte de base de la France. Aucune chose de ce qui est écrit là-dedans ne peut être remise en cause. Il s'agit par exemple de la liberté d'expression ou autre. Lorsqu'une loi est créée, le Sénat va dire que cette loi n'est pas anticonstitutionnelle, ce qui veut dire qu'elle entre en contradiction avec la Constitution. Donc au final, modifier la Constitution et y inscrire une loi dedans veut dire qu'elle sera définitive pour les centaines d'années à venir et que ce sera dans notre vie pour toujours. Voyons maintenant ce qu'il y a de si important à mettre dans la Constitution. En sus des facultés associées à l'état de crise sanitaire qui sont mobilisables sous l'état d'urgence sanitaire, le Premier ministre pourra recourir à des prérogatives de police administrative extérieure au domaine strictement sanitaire, comme le prévoit la loi actuelle. Réglementation de la circulation des personnes, interdiction de la sortie du domicile, réglementation de l'ouverture des établissements recevant du public, limitation des rassemblements dans les lieux publics, ainsi que toute autre mesure limitant la liberté d'entreprendre. La pérennisation de ce cadre législatif est l'occasion de clarifier l'exclusion de toute possibilité de réglementation des locaux à usage d'habitation et de prévoir la possibilité de conditionner l'accès à certains lieux et l'exercice de certaines activités à la réalisation d'un dépistage ou à la prise d'un traitement préventif ou curatif, comme c'est le cas aujourd'hui par exemple pour les tests obligatoires avant un déplacement par transport public. Oui, vous avez bien lu. Le Premier ministre pourra limiter la possibilité de se déplacer ou d'entreprendre si nous ne prenons pas un traitement préventif ou curatif. Alors, prenons chaque mot. Liberté d'entreprendre, en gros, plus le droit de travailler. Traitement préventif ou curatif, le vaccin. Du coup, si nous n'acceptons pas de nous faire vacciner, nous n'aurons plus le droit de rien faire. Nous ne serons même pas des citoyens de seconde zone, puisque même les animaux peuvent faire ce qu'ils veulent sans être vaccinés. Une personne qui n'a pas accepté le vaccin sera considérée comme un paria. En gros, ce que l'on appelle un intouchable en Chine. Allez, je vous remets le discours officiel de M. Macron qui disait que le vaccin ne sera pas obligatoire. Allez, rien que pour le fun. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Donc oui, en soi il a raison, ce n'est pas obligatoire. Mais si on ne le fait pas, on ne sera plus des humains. Je vous laisse vous faire votre propre idée là-dessus. Allez, continuons. L'article 2 transforme le cadre juridique applicable au système d'information conçu spécifiquement par la loi du 11 mai 2020 dans la perspective de lutter contre l'épidémie de Covid-19, en un cadre général des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre en cas de situation sanitaire particulière. Le ministre chargé de la Santé, les agences sanitaires nationales, les agences régionales de santé et les organismes d'assurance maladie sont ainsi autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel concernant la santé des personnes, le cas échéant sans leur consentement, en cas d'état de crise sanitaire, d'état d'urgence sanitaire ou de situation sanitaire exceptionnelle. Oui, vous avez bien entendu, le ministre de la Santé ainsi que les agences sanitaires de santé ou les organismes d'assurance maladie seront autorisés à regarder les données de santé des personnes et sans leur consentement. On en parle du RGPD qui interdit cela justement ? Alors le gouvernement s'autorise le fait de donner accès à nos données médicales à qui le veut ? Et le secret médical, il devient quoi finalement ? Même chose, nous ne porterons pas de jugement là-dessus, nous vous laissons seul juge de cela. Il y a encore quelques petites choses moins importantes, mais voilà pour les plus importantes. Nous vous mettons le lien direct de la proposition de loi citée dans la description et nous vous laissons réfléchir à tout cela. Bon Noël à tous, c'est au couteau. Ciao ciao.